Tous ceux qui ont vu le film le savent, le scénario d'Interstellar est très complexe, et le summum de ça, c'est la fin du film. Mais ce qu'il y a de plus fou avec Interstellar, c'est quand on réalise que derrière ce scénario, on retrouve en réalité toute une théorie de physique fondamentale assez poussée qui a été élaborée spécialement pour le film. Et la personne qui est à l'origine de tout ça, c'est bien sûr Kip Thorne, le prix Nobel de physique 2016, qui a grandement contribué à l'écriture scientifique du film et qui a même publié un livre de 300 pages sur le sujet. Cet ouvrage, il nous servira d'ailleurs de source principale pour cette vidéo, dans laquelle on va tâcher, tenez-vous bien, de réellement comprendre la fin d'Interstellar. Une mission qui, pour être menée à bien, va nous mettre sur la route de la mystérieuse équation du professeur Brand, de ce qui se passe réellement au cœur d'un trou noir, ou encore de la description du modèle mathématique imaginé par Kip Thorne pour le film. Différentes étapes qui nous amèneront à comprendre comment la résolution de cette équation a permis aux humains de maîtriser la gravité, et ainsi de sauver l'humanité. Enfin, pour résumer, la scène du Tesseract est plus riche que ce qu'on pourrait croire, et toutes les équations de ce tableau en arrière-plan n'ont pas été écrites au hasard. D'autant qu'aujourd'hui, pour la première fois, je serai accompagné de la chaîne ScienceClick pour tenter de vous faire comprendre tout ça. Si jamais vous connaissez pas, allez voir sa chaîne après cette vidéo, et en plus, il vient également de publier sur sa chaîne une vidéo sur Interstellar dans laquelle j'interviens. Bref, bienvenue dans une interprétation du film que vous n'avez probablement jamais entendue. Aujourd'hui, spéculation. Dans la scène d'ouverture d'Interstellar, on nous montre un documentaire sur ce qu'était la Terre, ce à quoi elle ressemblait fut un temps. Une vision du passé qui nous est racontée par des personnes âgées, dont cette dame qui semble avoir vécu sur notre planète, mais l'avoir aujourd'hui quittée. Deux questions viennent alors. Pourquoi ces humains ne sont-ils plus sur Terre, et comment ont-ils survécu? Deux simples questions qui seront pleinement répondues en toute fin de vidéo grâce à une interprétation assez méconnue du film. Mais avant le dénouement, qui a un lien avec la constante de gravitation, il est l'heure de quitter ce futur où les humains sont sauvés et de revenir sur notre planète à l'époque où se passe le film Interstellar. Puisque oui, au début du film, on est bien sur Terre, dans un passé où l'humanité semble condamnée. On n'en revenait pas que cette Terre qui nous donnait de quoi nous nourrir se retourne contre nous d'un seul coup pour nous détruire. En effet, l'espèce humaine a atteint ses limites. On est dans un futur dystopique où il n'y a plus d'espoir, où les maisons sont pleines de poussière, et où la seule chose que l'on peut encore cultiver, c'est le maïs. Sauf que le maïs va mourir. Les derniers terriens qui ne seront pas encore morts de faim ne manqueront pas de mourir étouffés. Et la génération de votre fille sera la dernière à survivre sur Terre. Sur cette Terre apocalyptique, on suit Joseph Cooper, un ancien pilote de la NASA, reconverti en fermier suite à l'effondrement de la société. On le voit alors évoluer avec ses enfants, et on constate avec le personnage qu'à cette époque de sa vie, à proximité de sa maison, des phénomènes étranges se produisent. Déjà, sa fille prétend qu'un fantôme occupe sa chambre, et que ce dernier y fait tomber les objets de sa bibliothèque. Puis plus tard, d'autres anomalies ont lieu à proximité de cette maison. Par exemple, un drone indien vole mystérieusement à basse altitude, Cooper l'identifie et parvient à l'attraper, mais en revanche, il n'explique pas sa présence. Pourquoi il est descendu tant que ça? J'en sais rien. Le soleil lui aura grillé la cervelle ou peut-être qu'il cherchait un truc. Quoi? Pas grave, avec ce drone, il va bricoler un système GPS qui lui permettra de piloter les moissonneuses-batteuses connectées de sa ferme, sauf que là encore, son système GPS finira par faire l'objet d'une anomalie. Ici Cooper, à toi. Les moissonneuses que t'as retapées, elles ont disjoncté. Enfin, entre les livres qui tombent, le drone indien et les moissonneuses-batteuses, ça commence à faire beaucoup d'anomalies situées mystérieusement juste autour de sa maison. Donc forcément, ça titille la curiosité de Cooper, et il se demande alors s'il ne devrait pas davantage écouter sa fille et plus considérer l'existence du fantôme de la bibliothèque. Ça y est, Cooper l'a compris, c'est en fait la gravitation qui se manifeste dans cette chambre, via des anomalies gravitationnelles locales, pour l'instant inexplicables. C'est la gravité. Des anomalies qui un beau jour vont même jusqu'à révéler des coordonnées GPS qui, une fois suivies, mènent nos protagonistes à une base secrète de la NASA. Une base dans laquelle ils en apprennent justement plus sur ce phénomène. Nous avons commencé à détecter ces anomalies gravitationnelles il y a presque 50 ans. Et encore, ces anomalies ne sont rien, relativement à celle qui a été observée juste à côté de Saturne. Une perturbation de l'espace-temps. Est-ce que c'est un trou de verre? Apparu il y a 48 ans.
Effectivement, un trou de verre est apparu, et de l'autre côté de ce dernier se cache mystérieusement un gigantesque trou noir et 3 planètes potentiellement habitables. Bref, l'exploration de ces exoplanètes est notre seul espoir, l'ultime mission de la NASA est sur le point de démarrer, et Joseph Cooper, en tant qu'ancien pilote d'exception, prendra donc les commandes du vaisseau Endurance pour arriver à destination. L'apparition des premières anomalies gravitationnelles a tout changé. Là, nous avons su que maîtriser la gravité était possible. Alors j'ai lancé l'élaboration d'une théorie et... Mais la théorie n'est pas résolue. Si on résume à ce stade de l'histoire, on a donc pour l'instant observé de mystérieuses anomalies locales dans la gravité. Et ces observations, elles ont donc mené les scientifiques de leur monde à se creuser pour tenter de les comprendre. Oui, le professeur Brand dans le film, de telles anomalies, ça rendait fou son cerveau de physicien. Donc forcément, il avait fini par recouvrir ses tableaux d'équations et de schémas afin de chercher des réponses. D'ailleurs, ces équations qu'on voit en arrière-plan dans le film, étonnamment, elles ont un sens précis, c'est-à-dire qu'elles détaillent de manière rigoureuse le modèle mathématique imaginé par Kip Thorne pour expliquer les événements de son film. Enfin, on va détailler tout ça, pas de souci, mais pour l'instant, retenez juste que de ces réflexions, le professeur aboutit à une équation principale. En prenant du recul, le professeur dispose donc d'une équation qui pourrait lui permettre de mieux comprendre et de maîtriser la gravité, mais dont il ne trouve pas la forme exacte. Pour l'instant, son équation n'a d'ailleurs rien de quantique, mais elle n'est pas sans rappeler l'un des objectifs principaux de la physique moderne. Les physiciens utilisent aujourd'hui 2 modèles très précis pour décrire l'univers de façon fondamentale. La relativité générale, qui décrit la courbure de l'espace-temps, et la physique quantique, avec le modèle standard, qui décrivent l'échelle des particules. Avec ces 2 modèles, on parvient à décrire les 4 interactions fondamentales de l'univers. La gravité d'une part, et l'électromagnétisme, l'interaction faible et l'interaction forte d'autre part. Mais ces 2 modèles sont difficilement conciliables. Lorsqu'on s'intéresse à des zones où coexistent la physique quantique et une forte gravité, comme au centre d'un trou noir notamment, les modèles actuels ne permettent pas de décrire ce qui s'y passe. Comprendre la gravité à l'échelle quantique est un des défis les plus importants de la physique actuelle. Et dans le film, même si l'approche est différente, les chercheurs vont eux aussi tenter d'accéder au comportement quantique de la gravité pour mieux la comprendre et apprendre à la maîtriser. Alors, où est-ce que vous en êtes? J'y suis presque. Vous me demandez de jouer mon va-tout sur un presque. Trouvez-nous un nouveau chez nous. Et d'ici à ce que vous rentriez, j'aurai résolu le problème de la gravité. Je vous en donne ma parole. À présent, c'est dans la tête du professeur Brand qu'on va se mettre. On va en effet rentrer dans son cerveau pour tenter de comprendre le modèle physique qu'il a imaginé afin d'arriver à sa fameuse équation. Ce qui bien sûr est une autre manière de dire qu'on va voir ce que Kip Thorne a théorisé pour la cohérence de son film Interstellar. Bref, que se passe-t-il si on se met à la place du professeur ? Bah de 1, il se rend compte grâce à des mesures que des anomalies gravitationnelles sont soudainement apparues dans notre monde. De 2, il constate que malgré ses observations, rien ne semble avoir changé dans notre monde. Puis de 3, ceci sous-entend donc que le changement est extérieur à notre monde. Oui, en observant des conséquences sans pouvoir en identifier les causes, le professeur se dit qu'il y a forcément quelque chose qu'il a mal considéré dès le départ dans son problème. Et cette chose, ce serait le nombre de dimensions. C'est ainsi que le professeur théorisera l'existence d'une dimension extérieure à la nôtre, d'une 5e dimension, ce que dans son livre, Kip Thorne appelle le bulk. Mais avant de détailler ça, prenons un peu de recul et constatons qu'avec ce schéma de pensée qu'a le professeur pour lui faire remettre en question la vision qu'il a de notre monde, eh bien il y a un pattern assez classique qui se dessine. Un pattern qu'on a déjà bien exploré dans l'histoire de l'humanité. En effet, dans Interstellar, les chercheurs voient leur vision bouleversée par la découverte d'anomalies gravitationnelles, qui, pour être prises en compte, nécessitent de développer un nouveau modèle d'univers. Mais ce schéma est en fait assez classique. En physique moderne, de nombreuses révolutions ont justement été déclenchées par des anomalies gravitationnelles. Au XIXe siècle, les astronomes découvrent par exemple que la planète Uranus n'obéit pas parfaitement à la gravitation de Newton. Il devrait exister un autre astre qui dévie sa trajectoire. C'est la découverte de Neptune. Plus tard, on observera que Mercure dévie elle aussi par rapport à la théorie de Newton. Einstein va alors comprendre que c'est la théorie elle-même qui est en tort et proposera un nouveau modèle, la relativité générale. En 1933, c'est la matière noire qui est découverte lorsqu'on observe une anomalie dans la rotation des galaxies. Et en 1998,
on constate que l'expansion de l'univers s'accélère, impliquant l'existence d'une forme d'énergie encore inconnue, l'énergie sombre. Maintenant, avant de détailler le modèle du professeur Brand, laissez-moi vous décrire le cadre dans lequel s'inscrit son modèle, celui de la cosmologie branaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles cosmologiques développés par les physiciens dans ce cadre, eh bien ils confinent notre univers dans une membrane ayant 3 dimensions d'espace, ce qu'on appelle une brane et qu'on peut représenter comme ceci. Puis, cette brane tridimensionnelle, on s'imagine alors qu'elle est contenue dans un super-univers, doté donc de dimensions supplémentaires qui pourraient éventuellement abriter d'autres branes. Et ce qu'il faut alors comprendre avec ce type de modèle, c'est que parmi les 4 interactions fondamentales, eh bien on en aurait théoriquement 3 parmi les 4 qui seraient contenues dans une brane, puis on aurait la 4e, la gravitation, qui aurait un champ d'action plus large. Elle se propagerait au travers des branes. Elle s'exercerait de manière diffuse au travers d'autres dimensions. Bref, tout ça pour dire que le modèle imaginé par Kip pour justifier les événements de son film, eh bien il s'inscrit dans ce cadre de la cosmologie branaire. Il prévoit ainsi que notre univers à 3 dimensions d'espace est contenu dans une brane au sein d'un espace-temps matriciel à 5 dimensions. Ce qu'encore une fois, on appelle le bulk. Donc oui, avec ce modèle, on aurait une 4e dimension d'espace supérieure à la nôtre, dans laquelle la force de gravitation s'exercerait également. C'est-à-dire que dans ce modèle, la matière, la lumière, tout ce qui a trait aux 3 premières interactions fondamentales ne peut pas se propager dans la 4e dimension spatiale, mais en revanche, les ondes gravitationnelles, elles, seraient les seules entités physiques capables de le faire. Ok, c'est bien beau, mais si on ajoute une dimension d'espace extérieure, qu'est-ce que ça implique pour les lois qu'on connaît déjà? Comment se comporte alors la gravité avec un tel modèle? Dans notre univers, la gravité se propage dans toutes les directions. Son intensité se répartit sur des sphères de plus en plus grandes, et c'est pour cette raison que la force de gravité diminue comme le carré de la distance, car la surface d'une sphère dépend du carré de son rayon. Mais si l'on rajoute une dimension d'espace, alors la gravité pourrait se propager également dans cette dimension. Elle ne formerait plus des sphères, mais des hypersphères à 4 dimensions qui sortent de notre tranche d'univers. Et la gravité diminuerait alors comme le cube de la distance, en désaccord avec les observations. Comment éviter que la gravité ne s'échappe dans cette nouvelle dimension? En 1999, Lisa Randall et Raman Sundrum trouvent une solution. L'idée est de courber l'espace-temps en étirant l'espace au-dessus et en dessous de notre tranche d'univers, si bien que la gravité reste confinée proche de notre brane, et elle reste bien inversement proportionnelle au carré de la distance, même s'il existe une 4e dimension. On parle de déformation anti-de Sitter. Pour développer le scénario d'Interstellar, c'est justement de ce modèle, qui existe réellement, que va s'inspirer Kip Thorne. Bon, vous commencez à l'avoir compris avec toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet, mais faut savoir que le film Interstellar contient de la science jusque dans ses moindres détails. Et comme on l'a dit, les équations qui figurent sur le tableau du professeur Brand dans le film, elles ne font pas exception à cette règle. En effet, toutes ces équations retranscrivent bel et bien le modèle développé par Kip Thorne que je suis justement en train de vous décrire. Et ainsi, quand on regarde la fameuse équation principale du professeur, qu'est-ce qu'on peut dire sur elle ? Déjà pour l'instant, elle a rien de quantique cette équation. On peut en gros la voir simplement comme une version modifiée de la relativité générale où on aurait ajouté une dimension supérieure et des champs dans cette 5e dimension. Des champs qui vont nous servir assez vite, vous allez comprendre. Bref, dans l'équation ainsi obtenue, on voit alors 2 termes principaux qui se distinguent. Il y a déjà toute une première partie de l'équation à rattacher au bulk, donc la dimension supérieure, et cette partie on voit d'ailleurs qu'elle contient beaucoup de termes liés au champ du bulk. C'est ce qu'on voit avec les Q et les phi, mais ça on sera amené à en reparler. Puis ensuite, la deuxième partie de l'équation, elle est plutôt à rattacher au brane. Car oui, il n'y a finalement pas une seule brane dans ce modèle, mais bien 3, comme le montre cette somme. 3 branes qui sont d'ailleurs représentées sur cet autre tableau dans un schéma. Et la raison de tout ça, c'est que le modèle Randall-Sundrum a été légèrement adapté pour le film. Pour les besoins du scénario, Kip Thorne a en effet décidé d'ajouter 2 branes supplémentaires, des tranches à 3 dimensions qui sandwichent notre univers. L'idée est que la courbure anti-de Sitter qui permet à la gravité de ne pas s'échapper serait confinée entre ces 2 branes. Un sandwich extrêmement fin de 3 cm d'épaisseur. À l'extérieur de ces branes, l'espace ne serait pas déformé, ce qui laisse beaucoup plus de volume disponible pour de potentielles aventures dans la 4e dimension. Un détail nécessaire pour justifier la fin du film. En réalité, ce modèle existait déjà. Il s'agit du modèle GRS, publié en l'an 2000.
Kip Thorne ne s'en rendra compte que plus tard. La présence des 2 brânes supplémentaires dans ce modèle introduit toutefois des complications. En particulier, les brânes sont fortement tendues et cette tension les rend instables. Elles risquent de se tordre et d'entrer en collision avec notre univers. Pour empêcher un tel cataclysme, le professeur Brand imagine qu'il existe des champs, des sortes d'entités physiques, comme le champ électromagnétique, qui remplissent l'entièreté de l'univers, le bulk, et stabilisent les brânes. On retrouve d'ailleurs ces champs dans les équations sur les tableaux du professeur. Déterminer leur nature et leur fonctionnement est l'objectif crucial que se fixent les chercheurs du film pour comprendre la gravité. En effet, la présence de ces champs du bulk est importante à assimiler, puisque déjà ils occupent une place centrale dans l'équation, mais aussi parce que je vous le rappelle, un des objectifs principaux du modèle du professeur, c'est d'expliquer la présence des anomalies gravitationnelles observées au début du film dans notre brane. Et justement, pour remplir cet objectif, Kip Thorne va proposer 3 hypothèses qui expliqueraient les anomalies, tout en disant que 2 d'entre elles sont peu probables. La première hypothèse serait qu'un objet du bulk viendrait par-dessus notre brane nous perturber. Sauf que directement, hypothèse rejetée, puisque compte tenu de la géométrie ADS, seule une fraction infime de la gravité de cet objet nous parviendrait en réalité. L'hypothèse 2 des anomalies, ça pourrait être qu'un objet du bulk traverse notre brane. Sauf que là encore, hypothèse rejetée, puisqu'avec un tel événement, les anomalies observées, elles seraient bien plus locales, elles seraient moins diffuses que ce qu'on semble observer. Bref, la solution la plus probable gardée par Kip, c'est celle qui dit que des champs du bulk traverseraient notre brane, d'où la nécessité d'introduire des champs dans son modèle. J'en profite d'ailleurs à ce stade pour rappeler que tout ceci est purement spéculatif, et que si on a tous ces éléments pour débattre, c'est juste parce que Kip s'est un peu creusé étant donné qu'il tient à la cohérence scientifique de son film. Allez, sur ce, cette équation elle est bien belle, mais maintenant, va falloir la résoudre, et donc encore plus spéculer. Comme on a pu le voir dans la partie 1 de cette vidéo, si on voulait sur Terre une théorie universelle de la gravitation, il faudrait que l'on réussisse à comprendre ce qui se passe là où se rencontrent les 2 modèles principaux qui nous servent à décrire le monde aujourd'hui. Il faudrait en fait que l'on soit en mesure de décrire le comportement de la gravité au niveau des singularités d'espace-temps. Autrement dit, une des manières d'accéder à cette connaissance serait d'observer ce qui se passe au cœur d'un trou noir, là où on retrouve de telles singularités. Le truc, c'est que pour plein de raisons, cet objectif il est totalement inatteignable dans notre monde. Mais en revanche, il se produit bel et bien à la fin du film Interstellar. Oui, c'est en réalité un peu plus complexe que ce que je vais synthétiser, mais dans cette séquence où Joseph Cooper et Tars sont éjectés au cœur de Gargantua, il semble que les 2 personnages finissent par se retrouver à proximité de la singularité du trou noir. Et grâce à ce voyage, Tars est alors en mesure de collecter les données quantiques essentielles auxquelles on n'a jamais eu accès sur Terre. Les données quantiques, tu les as récupérées? Oui, je confirme. Bref, Cooper a de précieuses données, mais avant d'en faire quoi que ce soit, faut déjà qu'il comprenne ce qui vient de lui arriver. En fait, en se rapprochant de la singularité, il vient malgré lui de trouver une voie de sortie à notre brane, puisqu'en arrivant aux confins de cette dernière, il atterrit alors dans le Tesseract, un lieu qui se situe juste au-dessus de notre brane, dans la 5e dimension. Et vous noterez d'ailleurs que dans ces visuels, on retranche une dimension à tout ce qu'on observe pour mieux comprendre le délire. Bref, ce Tesseract récupérant Cooper au niveau du trou noir, il va alors effectuer un voyage express dans le bulk jusqu'à la Terre où se trouve la chambre de Murphy. Et si ce voyage s'est fait si rapidement, c'est d'après Kip Thorne parce que le Tesseract s'était au préalable élevé au-dessus de la couche avec la géométrie ADS décrite précédemment, afin de bénéficier du raccourcissement considérable des distances dans le bulk pour son trajet. De quoi encore une fois justifier les choix de Kip pour son modèle. Maintenant, à propos du Tesseract en lui-même, il y a bien sûr un énorme travail qui a été fait au niveau des visuels de ce dernier, mais pour faire court, sa symbolique, c'est de faire comprendre qu'on a ajouté une dimension. C'est-à-dire que de base, un Tesseract, c'est juste l'ombre portée à 3 dimensions d'un environnement 4D. C'est d'une certaine manière ce que représenterait ce patron 2D pour un cube tridimensionnel. Enfin, en somme, on peut voir le Tesseract comme l'analogie quadridimensionnelle d'un cube, d'où le fait que ses faces sont des cubes 3D. Là où un cube 3D a bien sûr pour face des carrés 2D. Et ça tombe bien d'avoir des cubes 3D dans cette structure, puisque Cooper, c'est un être 3D composé d'atomes, donc faut le placer dans un environnement homogène à lui. D'où le fait que Kip Thorne explique que son personnage est en réalité confiné dans une des faces tridimensionnelles du Tesseract à ce moment-là.
Enfin voilà ce qu'il faut comprendre, mais toujours est-il que cette représentation initiale des croquis, elle a ensuite été largement adaptée pour être plus lisible. Et ce qu'on voit nous dans le film, c'est juste un Cooper qui peut se déplacer dans 4 dimensions, 3 d'espace et 1 de temps. Vous avez vu qu'ici on a donné au temps une dimension physique. Ok, à présent, laissons Cooper dans son Tesseract et revenons sur Terre, une planète où la situation est plus que jamais critique et où le professeur Brand est sur le point de mourir sans avoir tenu sa promesse, sans avoir solutionné le problème de la gravitation. Et s'il n'a pas réussi, ce n'est pas une surprise. Lui-même savait qu'il lui manquait quelque chose pour y parvenir. Je vous ai menti. Mais alors, qu'est-ce qui lui manquait ? Eh bien pour rappel, ce que cherchent à faire Brand et Murphy, c'est résoudre leur équation. Or, selon Kip, résoudre l'équation, c'est en fait identifier les bons types de champs à ajouter dans le bulk pour prédire le comportement observé des anomalies gravitationnelles. Ainsi, on comprend que l'équation qu'on voit sur le tableau, c'est juste le cadre de leur modèle. C'est juste un socle dans lequel ils doivent venir mettre les bons types de champs. Voilà pourquoi Kip nous dit dans son livre que pendant toutes ces années sur Terre, ce qu'ont fait nos 2 scientifiques, c'est juste tester diverses possibilités de champs avec des simulations informatiques. Ils cherchaient en fait à itérer leurs inconnus jusqu'à trouver les solutions qui fonctionneraient. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, aucune solution satisfaisante ne fut trouvée pour les champs du bulk. Aucun résultat ne permettait d'arriver à un modèle complet expliquant tout ce que devait permettre d'expliquer ces champs. Donc à la fois les anomalies gravitationnelles, la stabilité de notre Bran, ou encore le maintien du trou de verre proche de Saturne. Et cette impasse, elle était due à quelque chose qu'avait caché le professeur, mais que Murphy avait bien fini par réaliser d'elle-même. Sa solution était correcte, il la tenait depuis des années. Mais elle ne sert à rien. C'est une moitié de solution. Ok. Mais l'autre moitié, où on la trouve? Là-haut, dans l'espace, dans un trou noir. Mais coincé ici sur Terre. Oui, l'impossibilité de trouver une solution venait du fait que pour parvenir à trouver la nature et la forme de ces champs, ce qu'il fallait faire, c'était identifier directement la forme quantique de leur théorie. Il leur fallait en somme une théorie de la gravitation quantique. Voilà pourquoi on vous a introduit ce parallèle avec notre monde. Et voilà aussi pourquoi Murphy parle de l'importance d'aller sonder la singularité d'un trou noir. Cette équation ne pouvait concilier mécanique quantique et relativité. Il en faut plus. Plus de quoi? Plus de données. Voir l'intérieur d'un trou noir. À présent, tout se connecte. On comprend que Cooper n'a pas plongé au cœur de Gargantua par hasard. On comprend l'importance des données quantiques qu'il a récupérées proches de la singularité. Et à ce stade, on a donc d'un côté Cooper, qui a récupéré les données, et de l'autre Murphy, qui a compris qu'elle en avait besoin. Mais le problème, c'est que depuis le Tesseract, compte tenu de sa position par rapport à notre Bran, Tars est malheureusement incapable de transmettre ces données à Murphy sur Terre. Je les transmets sur toutes les fréquences, mais rien ne traverse Cooper. Oui, je vous le rappelle, mais dans le cadre de la cosmologie branaire, toutes les forces fondamentales s'exercent au sein d'une même Bran et ne peuvent la transcender. Donc impossible, a priori, de faire passer ces données d'une personne à l'autre. Enfin, en y repensant, il y a en fait bien une des forces fondamentales dont on a dit que théoriquement, elle pouvait se propager à travers le bulk et pourrait donc nous permettre de communiquer. La gravité traverse les dimensions, le temps y compris. Apparemment. Bon, cette idée est bien entendu, comme tout ce qu'on a dit, purement spéculative, mais c'est bien cette faille qui, dans le film, permet à Joseph Cooper de transmettre les précieuses données à sa fille. C'est en propageant la gravité à travers l'espace-temps qu'il y parvient. Et il est confiant avec cette solution. Car il le sait, Murphy a toujours été spéciale. Elle le comprendra, elle récupérera les données, elle alimentera avec ces dernières le modèle sur lequel elle travaillait, et elle trouvera finalement la forme des champs qu'elle recherchait. Cette tradition. Sans surprise, depuis le début, le fantôme de Murphy était donc bel et bien son propre père. Et pour l'anecdote, il y a même une théorie qui dit qu'au-delà des livres qui tombent dans la bibliothèque, même les autres anomalies survenues au début du film, donc le drone indien ou la perturbation du système GPS des moissonneuses-batteuses, elles seraient elles aussi dues au move réalisé par Cooper dans cette scène finale. Genre certaines de ces actions aléatoires en ce lieu auraient entraîné ces événements, d'où le fait que tout était très centré sur cette fameuse maison. Ok, tout semble aller pour le mieux, on a résolu l'équation, mais il y a encore un truc qu'on n'a pas expliqué. C'est le lien de causalité entre le fait de résoudre cette équation et le fait de sauver l'humanité. Bah c'est la partie finale. À ce stade de la vidéo, on a un peu mieux compris toute la mécanique du film, et ce qu'on a finalement vu, c'est que ce dernier est construit à partir d'une boucle.
C'est-à-dire qu'on a des anomalies gravitationnelles qui nous mettent sur la route d'une équation, qui nous poussent à partir dans l'espace en quête de réponse, ce qui nous mène dans le Tesseract pour finir par comprendre que c'était en ce lieu que prenaient source les anomalies gravitationnelles observées au début. Enfin, la boucle est bouclée. Mais justement, c'est pas une incohérence de fou en mode boucle temporelle improbable ? Bah un peu, c'est discutable, mais ce qu'il faut comprendre, et que Kip justifie dans son livre, c'est que quand Cooper vient modifier le passé, il le fait sans interagir directement avec ce dernier, puisque son seul levier pour le faire, c'est la force de gravitation. C'est-à-dire que dans cette scène, les infos physiques liées aux interactions fondamentales confinées dans notre Bran, comme la lumière par exemple, vont uniquement de Murphy à Cooper, mais ne peuvent pas faire le chemin inverse. Alors que la dernière interaction fondamentale, donc la gravitation, bah elle est en mesure de le faire. Donc avec ça, on n'a pas vraiment une boucle temporelle classique, mais plutôt quelque chose qui respecte le critère que s'était fixé Nolan pour son film. Parce que oui, là il n'y a vraiment plus rien de scientifique, mais Nolan s'était fixé des contraintes de cohérence pour la boucle d'Interstellar. Avec entre autres une règle disant que tout type d'information étant confiné à notre Bran ne peut pas retourner dans le passé, mais qu'en revanche, la gravité, qui elle transcende les dimensions, peut bel et bien être utilisée pour faire passer des messages à travers le temps. Une idée qui se retranscrit assez bien dans notre boucle temporelle, où on voit bien que le liant de toutes ces péripéties, c'est la gravitation. C'est elle qui structure chaque événement du film pour nous faire converger vers l'enjeu principal annoncé dès le début, celui de sauver l'humanité. Et justement, dans Interstellar, l'idée même de sauver l'humanité, elle est elle aussi très liée à la gravitation, puisqu'on nous fait comprendre dès le début du film que solutionner le problème de la gravitation pourrait nous permettre d'atteindre notre objectif. Donc le centre tout entier est une centrifugeuse. Un genre d'engin, une station spatiale. Les deux. Oui, au début du film, bien que la situation sur Terre soit très critique, bah les humains n'ont visiblement jamais cessé d'y croire, puisque même en attendant de résoudre le problème de la gravité, ils avaient déjà bâti une énorme station spatiale qu'ils prévoyaient de faire décoller une fois qu'ils pourraient maîtriser ce paramètre. Alors ok, l'idée est cool, mais... Comment vous faites décoller ça ? Et bien pour comprendre ça, faut revenir au modèle du professeur, et faut particulièrement se concentrer sur les tableaux suivants. Des tableaux où il est fait l'hypothèse que la constante de gravitation G semble bien constante, mais uniquement en 5D, uniquement si on s'intéresse au bulk. Alors qu'en considérant seulement notre Bran, G semble contre-intuitivement variable, ce qui sous-entend, vous l'avez compris, qu'on aurait des leviers pour faire varier G sur Terre, et ainsi jouer localement avec la gravité de notre monde. Là, nous avons su que maîtriser la gravité était possible. Maintenant, si on regarde mieux ces tableaux, on comprend que pour faire varier G, il faut vraisemblablement agir sur la tension de notre Bran. Or, la tension de notre Bran, qu'est-ce qui la régit ? Bah c'est bien sûr les champs du bulk qu'on a caractérisés. C'est ainsi qu'en maîtrisant ces champs, on agirait sur la tension de notre Bran, on modifierait donc localement ce paramètre qu'est la gravitation, et on pourrait finalement, en annulant la gravité à l'endroit où se situe notre base spatiale, lui permettre de décoller. Bon, là j'ai même plus besoin de vous le dire, vous comprenez très bien à quel point c'est spéculatif, mais voilà bel et bien comment expliquer cette relation de causalité dans le film Interstellar. L'idée c'est juste de relocaliser toute l'espèce humaine dans d'énormes stations spatiales qu'on pourrait faire décoller grâce à notre maîtrise de l'environnement. On aurait en fait reproduit le type d'anomalie observée au début, mais cette fois-ci volontairement pour satisfaire nos besoins. Une mission qui, comme on le constate à la fin du film, sera une franche réussite, puisque ce qu'on y voit, c'est une espèce humaine qui s'est mise à coloniser l'espace en vivant dans des structures géantes abritant une vie artificielle. Des structures où vous constaterez que la gravité est d'ailleurs aussi maîtrisée localement pour optimiser l'espace. Et cette réalité, la personne à laquelle on la doit, c'est bel et bien Murphy Cooper, qui à la fin du film est toujours en vie, âgé de plus de 100 ans, dans la station spatiale qui porte son nom. Une scène qui nous permet de réaliser que c'était déjà bien elle, qui après 45 secondes de film, s'adressait directement à nous, comme pour nous annoncer tout ce qui allait se passer. Eh bien, mon père était cultivateur. En fait, comme tout le monde en ce temps-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, c'était vraiment un plaisir de la faire, d'autant que c'était la première fois que je travaillais avec quelqu'un sur un sujet, donc c'était encore plus cool dans le process de création. D'ailleurs, comme je l'ai dit en début de vidéo, même si vous connaissez probablement, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de ScienceClick, il y a vraiment plein de vidéos dessus, elles sont toutes très bien réalisées, et comme je vous l'ai dit, il y a une vidéo sur Interstellar dans laquelle j'interviens sur la chaîne. La vidéo est vraiment cool, il refait des visuels du film lui-même dedans, donc franchement ça vaut le coup d'aller voir ça.
Maintenant, de mon côté, je m'excuse encore une fois pour cette longue absence en début d'année, mais bon, les prochaines sont déjà pas mal avancées, donc vous avez le planning là, il y aura du Rick et Morty, et il y aura après ça le deuxième épisode du format que j'ai initié avec la vidéo sur Imitation Game, à laquelle vous avez d'ailleurs réservé un très bon accueil, donc ça j'étais très content parce que c'est vraiment un concept en lequel je crois et que j'ai envie de pousser sur la chaîne, donc la suite ce sera sur Le Vent se lève et ça arrive assez vite. A très vite, c'était Gotabor, out.